Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous convier à assister à un débat qui va durer une cinquantaine de minutes, dont le sujet, sous une forme de question, est procès et liberté d'expression, jusqu'où peut aller la presse? Pour échanger des points de vue sur ce sujet controversé, nous avons la chance immense d'avoir deux orfèvres en la matière. D'abord, d'une part, M. Jean-Marc Meyer, qui est procureur du roi de Bruxelles, qui a aussi été porte-parole du parquet, magistrat de presse, comme on disait. Donc, c'est dire s'il connaît bien la presse. Et d'autre part, Jacques Anglebert, avocat depuis 25 ans, grand spécialiste du droit des médias et fougueux défenseur de la liberté d'expression et de la liberté de presse. Maître Anglebert publie aux éditions Antémis un ouvrage intitulé « La procédure garante de la liberté d'information ». Vous l'avez devant moi. Il s'agit d'une version complétée et mise à jour d'une thèse de doctorat qu'il a soutenue en octobre dernier à la faculté de droit de l'ULB. J'ai eu le plaisir d'assister à cette défense de thèse qui était vraiment passionnante. Alors, messieurs, il me semble qu'il y a une évidence. La presse et la justice ne font pas toujours bon ménage. C'est probablement dû au fait que ces deux piliers fondamentaux de la démocratie sont à certains moments soumis à des exigences pour le moins contradictoires. Exemple, en vertu de l'article 57 du Code d'instruction criminelle, la justice, et donc ses acteurs, sont tenus, sauf exception prévue par la loi, au secret de l'instruction. Passez-moi l'expression, vulgairement dit, les magistrats, les policiers, les enquêteurs sont tenus de la boucler. Par contre, en ce qui concerne la presse, les journalistes, il me semble que c'est exactement le contraire. Eux, ils ont le devoir d'écrire, de parler, de révéler, d'informer sur ce dont ils ont connaissance. Cela, bien sûr, dans le respect de leur déontologie. On y viendra certainement plus loin. Alors, messieurs, avant d'examiner toute une série de questions qui concernent notre sujet, plus en détail, j'ai envie de vous demander à tous les deux, de manière générale, est-ce que vous pensez que les relations entre ces deux pouvoirs sont bien gérées, fonctionnent bien en Belgique? Peut-être Jacques Anglebert pour commencer. Merci, bonjour. Alors, que les relations fonctionnent bien, je ne sais pas si les relations doivent bien fonctionner entre la presse et la justice. Ce qui est, je trouve, rassurant, c'est qu'il y a des conflits entre les deux. Parce que le jour où il n'y aura plus de conflit entre la presse et la justice, il faudra s'inquiéter de ce qu'est devenu la presse. Et donc, il est normal que ce conflit existe dès lors que presse et justice s'intéressent. Alors, la presse s'intéresse à d'autres choses, mais une certaine presse et justice s'intéressent tous les deux au même sujet, qui est comment fonctionne la justice et pourquoi des procès ont lieu. Mais avec un but final très différent, la presse informée, la justice jugée, et avec des moyens différents. Et donc, inévitablement, ils se marchent sur les pieds, ils se font, entre guillemets, une concurrence. Ça agace les juges quand le journaliste se prend pour un enquêteur. Ça agace la presse quand la justice ne veut pas communiquer ce qu'elle pourrait communiquer. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des vagues. Il y a des périodes où les rapports sont très tendus. Au moment de l'affaire Dutroux, ça a été particulièrement tendu entre la presse et la justice. Il y a des moments où c'est moins tendu. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de tension qui apparaît par une chose qui me semble plutôt nouveau. Et là, pour le coup inquiétant, ce sont les procès que les magistrats font à la presse. Vous avez notamment le procureur général d'Anvers qui est fortement critiqué par la presse, à tort ou à raison, et qui introduit des procès, soit lui, soit son épouse. C'est nouveau. À ce point-là, oui. Et ça, c'est inquiétant. Ceci dit, j'ai eu le plaisir de défendre la RTBF dans une affaire où c'était un magistrat aussi qui avait attaqué les journalistes. Le magistrat a perdu. Et donc, des collègues ont dit, en l'espèce, il n'y avait pas de faute. Et donc, on voit que, in fine, c'est sans doute l'aspect le plus réjouissant, c'est qu'in fine, les règles de procédure jouent leur jeu et qu'en définitive, je n'ai pas vu encore de condamnation arbitraire de la presse. Mais les tensions,
elles sont inévitables et je dirais elles sont heureuses. Ça montre que la démocratie fonctionne. Merci Jacques Englebert. Alors des tensions, effectivement, et je pense que la manière dont vous avez libellé votre question explique déjà en partie les tensions. Vous avez dit il y a des tensions entre ces deux pouvoirs. En Belgique, il n'y a que 3 pouvoirs. Essentiels pour la démocratie. 2 pouvoirs essentiels pour la démocratie. Mais comme magistrat, on va vous dire, ou comme juriste, on va vous dire, il n'y a que 3 pouvoirs constitués en Belgique. Et donc, pour un pouvoir reconnaître qu'il y a d'autres pouvoirs qui n'ont pas la même origine que les 3 pouvoirs constitués, c'est conflictuel. C'est compliqué à admettre, effectivement. Moi, je peux vous parler que de ma pratique bruxelloise, donc je ne vais pas élargir le débat général. Je pense que ce qui est très important, c'est que, et là je me passe du point de vue de la justice, on commence à bien connaître la presse. On a pu créer des relations, et ce n'est pas parce qu'on crée des relations qu'il n'y a plus de tension, mais au moins on sait dans quel milieu évolue l'autre et pour quelles raisons il agit de telle ou de telle manière. Et donc les tensions, elles sont inévitables, et là je rejoins tout à fait M. Englebert, elles sont saines quelque part. On n'a pas les mêmes objectifs, on travaille de manière concomitante sur les mêmes choses, mais sans avoir du tout les mêmes objectifs. Donc les frictions, elles sont inévitables, mais si on ne se connaît pas, ces frictions, ces tensions vont être exacerbées. Et donc d'où l'importance pour moi de vraiment bien se connaître. Et je pense que du côté de la justice, on fait des efforts énormes pour bien connaître le milieu de la presse. Et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins, au niveau de la presse, de volonté d'essayer de comprendre comment fonctionne la justice. C'est un peu le sentiment que j'ai. Beaucoup de journalistes, même des journalistes spécialisés en faits divers ou en judiciaire, je suis toujours étonné de savoir qu'ils ne connaissent pas la différence entre le rôle d'un juge d'instruction ou le rôle d'un magistrat de parquet. C'est essentiel pour pouvoir faire son métier de journaliste, qui est d'expliquer aux gens la manière dont un procès peut se passer, dont une enquête peut se passer. Et je suis toujours étonné de voir comme il y a cette méconnaissance et qu'il n'y a pas cette volonté qui est due à toute une série de facteurs. Ce n'est pas un reproche, mais c'est une constatation. Alors, Monsieur Meyer, j'ai cité tout à l'heure l'article 57 du Code d'instruction criminelle qui exige le secret des instructions de la part de tous les acteurs de la justice, sauf paragraphe 3 de la part du procureur du roi. C'est vous qui, avec l'accord du juge d'instruction, lorsque, et là je cite cet article 57, l'intérêt public l'exige. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, l'intérêt public l'exige? Est-ce que ce n'est pas vague? Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à tous les arbitraires? Non, je ne pense pas que ce soit la porte ouverte à tous les arbitraires. Au contraire, il y a des notions qu'il est, à mon avis, important de pouvoir définir et cadrer très précisément. Et il y a des notions dont il vaut mieux, à mon sens, les laisser évoluer avec la société. L'intérêt public d'aujourd'hui n'est pas l'intérêt public d'hier. Et c'est le boulot d'un magistrat, qu'il soit magistrat de presse ou magistrat de parquet ou juge, vous pouvez pas être un peu plus précis? Vous n'avez pas quelques exemples à nous donner? Écoutez, j'ai donné récemment... Est-ce que le public est censé être intéressé par quelque chose? Voilà. J'ai donné récemment une formation en interne au parquet sur la manière de gérer les relations avec la presse. Et sur cette notion d'intérêt public, on ne donne pas de définition. On peut donner quelques exemples. Récemment, ici, à l'heure actuelle, il y a plusieurs dossiers qui sont en cours, qui concernent des viols répétés qui auraient été commis par certains, ou bien chauffeurs de taxi, ou bien des personnes qui se font passer pour des chauffeurs de taxi. Ça crée un émoi dans la population, ça crée une inquiétude dans la population, ça crée une inquiétude chez les chauffeurs de taxi. L'intérêt public exige qu'on puisse communiquer à l'égard de la population sur la manière dont l'enquête se déroule. C'est un bel exemple, en effet. Maître Englebert, votre point de vue là-dessus? Moi, je pense que il est nécessaire que la justice communique sur les affaires, puisque ces affaires intéressent l'opinion publique. Il est normal aussi que la justice ne puisse pas tout dire. Le secret de l'instruction, ce n'est pas absurde en soi, et ça permet d'agir dans la discrétion. La presse... elle veut savoir et elle veut sans doute souvent savoir plus que ce qu'on lui dit. Mais je pense qu'il est difficile sans doute qu'on pourrait permettre au parquet de plus s'exprimer. Ce qui,
notamment éviterait certaines violations du secret. Parce que la violation du secret de l'instruction, elle provient au départ de personnes qui sont chargées de l'enquête. Des policiers, des greffiers, des magistrats. Quasi toujours. Oui. Et donc, s'ils pouvaient un peu plus s'exprimer, peut-être qu'il y aurait moins de violations. Cela dit, la presse ne doit pas être dupe. Quand le parquet s'exprime, même si c'est dans l'intérêt public, l'intérêt général, le parquet s'exprime d'abord dans son propre intérêt. Et donc, ce n'est que la vision d'une des parties au procès. Alors, et donc, il ne faut pas... Et moi, je comprends que, comme les avocats d'ailleurs, on tente d'utiliser la presse. Je trouve tout à fait normal qu'un avocat développe des arguments dans la presse pour interpeller l'opinion publique, soit en faveur de son client, soit contre la partie adverse. Il n'est pas anormal que le parquet fasse la même chose. Ce qu'il faut, c'est qu'on doit le savoir. Et donc, il ne faut pas prendre la parole du parquet comme une vérité nécessairement. Mais en même temps, je trouve qu'on devrait permettre au parquet de s'exprimer un peu plus. Il y a une grande nuance, c'est que le parquet, quand il s'exprime, est tenu à un grand nombre de réserves. Lors d'un débat, enfin pas d'un débat, mais j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur la liberté d'expression. J'ai commencé en disant, parler de la liberté d'expression pour un magistrat de parquet, un magistrat de presse, c'est assez paradoxal, parce que s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas la liberté d'expression, c'est le magistrat de presse. Il peut dire, dans le cadre d'une instruction, ce que le juge d'instruction lui a autorisé à communiquer sur une instruction. Il ne peut pas, il doit aussi prendre un certain nombre de précautions pour ne pas violer la présomption d'innocence. Justement, j'allais vous le dire, le secret de l'instruction sert aussi à préserver la présomption d'innocence. Bien évidemment, oui. Donc tout ce qu'on, entre guillemets, on lâche dans la presse, parfois, moi j'ai le sentiment, quand le parquet le fait, c'est parfois un peu tendancieux quand on voit par la suite le procès. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance, entre guillemets, à l'accusation de profiter aussi, dans la presse, de donner un certain point de vue? Je ne vais pas donner d'exemple précis, j'en ai en tête, bien sûr, on ne va pas particulariser, mais une question que je me pose devant des exemples que j'ai pu vivre. C'est une tendance qui peut exister, à laquelle on peut, à mon avis, comme magistrat presse, succomber très facilement, parce que l'évolution fait que les avocats aussi s'expriment de plus en plus dans la presse. Avant, c'était extrêmement rare d'entendre un avocat à la sortie d'un tribunal ou d'une cour d'assises s'exprimer sur ce qui avait été dit sur les débats. À l'heure actuelle, c'est quotidien. Et donc, pour un magistrat presse, c'est très tentant aussi de pouvoir dire « oui, mais il n'y a pas de contradictoire, on est très attaché au principe du contradictoire ». Et donc, à partir du moment où seul l'avocat s'exprime, on a l'impression qu'il n'y a qu'un message qui passe dans le public. Mais pour vous dire que même au parquet, on est capable d'évoluer dans ses pensées. Au départ, moi, j'étais terriblement choqué par ce fait que les avocats s'expriment énormément en dehors des prétoires et qu'au niveau du parquet, on était beaucoup plus limité. Mais je me rends compte qu'en fait, ça a assez peu d'influence sur le déroulement des procès. Et je pense même sur le déroulement des procès d'assises. Parce que quand vous suivez un procès du début à la fin, c'est pas comme lire dans un journal ou regarder 30 secondes d'interview à la télévision. Vous avez suivi, vous avez entendu, vous faites votre propre jugement. Et donc, finalement, qu'on se soit exprimé d'une telle ou d'une telle manière à l'extérieur du prétoire et qu'on ait donné 30 secondes d'interview, ça va, à mon sens, pas changer le déroulement du procès. Donc, finalement... Bien. Alors, depuis, je crois que c'est 10-15 ans, Maître Anglebert va sûrement me corriger, en Belgique, les journalistes bénéficient, dans l'exercice de leur profession, du secret des sources. En quelle année vous 2005. 2005. En clair, ils ont le droit de refuser de révéler, par exemple, le nom d'un informateur. Or, M. Meyer, aux États généraux des métiers d'information, auxquels tous les deux vous avez participé à des titres divers, vous avez estimé que si cette loi, donc du secret des sources, est satisfaisante pour les journalistes, elle favorise les dérives. Et pour vous, le juge devrait pouvoir décider quand un journaliste a joué son rôle de chien de garde de la démocratie. Et qu'alors seulement, il pourrait se retrancher derrière la loi qui protège le secret des sources. Expliquez-nous un peu ce point de vue-là, qui, en tant qu'ancien journaliste, me dérange un peu, vous vous en doutez. Alors ce point de vue part de deux constatations. D'abord, effectivement, moi j'ai le sentiment qu'il peut y avoir un certain nombre de dérives. Et que l'objectif de la protection des sources journalistiques était justement, et c'est d'ailleurs cité dans l'ouvrage de M. Anglebert, c'est que le journaliste, dans le cadre de la liberté d'expression, puisse jouer son rôle de chien de garde de la démocratie. Mais
mon autre constatation, c'est que dans l'application actuelle de la loi, dans la loi telle qu'elle existe à l'heure actuelle, qui est absolue, on perd de vue, on a l'impression de se situer dans une situation d'angélisme parfait. C'est dans un monde parfait, c'est cette loi qu'il faudrait appliquer. Mais j'ai l'impression qu'on perd de vue que la presse, c'est pas un monde idéal non plus, tout comme la magistrature. Et d'ailleurs, plus j'y réfléchis, plus la presse et la magistrature se ressemblent énormément sur beaucoup de points. Mais la presse n'est pas dans un monde idéal. La presse est soumise à des pressions économiques énormes. Il n'y a pas 15 jours de ça, Libération a été privée de plusieurs centaines de milliers d'euros de revenus publicitaires parce qu'ils avaient osé faire un article à l'encontre du président d'LVMH. Donc la presse, bon, c'est un contre-exemple, parce que quelque part, là, ils ont joué leur rôle. Mais la presse est soumise à un certain nombre de contingences qui la poussent à aller de plus en plus loin. Et ça, c'est le constat de base. Elle veut aller de plus en plus loin. Pourquoi ? Pour faire du sensationnalisme, dans certains cas, pour attirer plus de lecteurs, de manière justifiée ou injustifiée. Je vous interromps une seconde, mais comment apprécier, parce que c'est ça que vous dites, le juge devrait pouvoir apprécier quand le journaliste joue son rôle de chien de garde de la démocratie. Effectivement. Alors je veux préciser, c'est ça que vous avez dit, hein. Quand vous dites le juge, pour moi, ça peut être une instance indépendante dans laquelle se retrouvent des magistrats, dans laquelle se retrouvent d'autres personnes. J'ai eu récemment une expérience devant le Conseil de déontologie journalistique. Ce n'est pas le lieu de s'exprimer par rapport à ça ici, parce que l'affaire est toujours en cours. Mais je trouve que c'est un lieu qui pourrait parfaitement servir à ce genre de choses. Et parce que, d'ailleurs, la Convention européenne des droits de l'homme le dit clairement, il existe des possibilités. La liberté d'expression, elle n'est pas absolue. La Convention européenne des droits de l'homme permet aux législateurs de prendre des dispositions dans certaines conditions qui limitent cette liberté. Il n'est pas interdit, et la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est d'ailleurs cité par M. Englebert, dit aussi qu'il vaut mieux un contrôle a priori qu'a posteriori. Et donc moi, je demande simplement qu'on réfléchisse à ça, et qu'on ne réfléchisse pas dans un monde idéal. Personne ne vit dans un monde idéal. La presse actuelle, elle est, je l'ai déjà dit, soumise à un certain nombre de contingences, et mon impression à moi, c'est qu'il y a des dérives. Et je serais heureux de pouvoir soumettre cette impression à une instance indépendante, qui, comme quand je vais au tribunal amener un dossier et qui me dit si la personne que j'ai amenée devant le tribunal est coupable ou doit être acquittée, pourrait me dire, en l'occurrence, la presse joue son rôle. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Un dossier d'homicide, peu importe lequel. En quoi est-ce que la presse joue son rôle de chien de garde de la démocratie qui est répété dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, en publiant les photos du cadavre? Ça arrive. En donnant l'identité de la personne qui est victime, l'identité complète. En quoi est-ce que le fait de savoir que tel ou tel PV, de donner tel ou tel PV, copie du PV in extenso dans la presse, donc dans joue ce cas-là, rôle. vous estimez Alors, que peut-être que ça peut être utile parce que le PV peut être mauvais et que l'enquête est malmenée. Là, il y a un rôle à jouer. Pour être concret, vous estimez que, effectivement, en tant que journaliste, je pense que l'exemple du cadavre, hein, il y a bien sûr quelqu'un qui a pris la photo et qui l'a donnée au journaliste. Donc vous estimez que là, le magistrat devrait pouvoir exiger du journaliste qui vous a donné cette photo. C'est ça concrètement. Une instance devrait pouvoir autoriser la justice à enquêter pour retrouver la personne qui a violé son secret professionnel, qui aurait, parce que c'est pas toujours aussi simple qu'on croit. Vous disiez tout à l'heure, avec un exemple concret. On va demander la parole à monsieur. Mon petit doigt me dit que monsieur... Sur ce point-là, je pense qu'on ne sera pas tout à fait d'accord. D'abord, la Belgique bénéficie de la meilleure loi, je crois, au monde sur la protection du secret des sources. Elle est admirée par tous les autres pays. La France avait commencé à s'en inspirer. J'avais eu l'honneur d'être, avec Madame Françoise Tulkens, consultée comme expert par la Commission des droits de l'homme en France, qui avait proposé un texte similaire, mais le Conseil d'État français et puis le Conseil des ministres l'a retoqué. Alors, donc c'est une loi remarquable, très très généreuse pour la presse. Pas absolue, puisqu'il y a des cas où le secret des sources devra s'effacer lorsque on pourrait, grâce à la source, éviter un délit ou un crime qui porte atteinte à l'intégrité physique des personnes. Donc, ce n'est pas absolu. Ce que dit M. Meyer, il dit le problème du secret des sources, c'est que précisément, on ne parvient plus à identifier qui a communiqué l'information à la presse. Or, souvent, l'information est communiquée par la violation d'un
d'une obligation professionnelle, d'un secret professionnel, ici le secret de l'instruction. Et donc pour pouvoir trouver qui a violé, il faut absolument qu'on puisse aller enquêter chez le journaliste, par exemple relever ses appels téléphoniques, ses mails, pour voir qui a envoyé. Écoutez, le danger, c'est que ce que la Cour américaine appelle, la Cour suprême américaine, la pente glissante. Si on réintroduit des exceptions à ce niveau-là dans la loi, je vous garantis que dans 5 ans, il n'y a plus de secret des sources. Parce que les juges, et c'est leur métier, profitent des exceptions pour, à chaque fois, augmenter leur pouvoir. Moi, je dis aux enquêteurs, aux policiers, au parquet, faites votre enquête autrement que chez le journaliste, et c'est possible, hein. Il y a eu une décision où on a saisi le GSM du gendarme, et en saisissant le GSM du gendarme, on a vu qu'il avait appelé 10 fois le journaliste. Alors, la JP s'est offusquée de ces décisions. Je ne suis pas d'accord sur ce point avec la JP. Évidemment qu'on peut enquêter sur la violation du secret de l'instruction, pour autant qu'on ne touche pas aux journalistes. Autre chose, c'est... Mais on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. En clair, on n'aurait pas pu prendre le GSM du journaliste. Voilà, en clair. Comment se fait-il qu'il y ait tant de violations de la loi par des personnes qui sont censées la respecter, la faire respecter et imposer aux autres le respect? Il n'y a pas de violation du secret de l'instruction sans qu'un policier, un greffier, un magistrat ne viole la loi. Alors, il faut peut-être se poser d'abord la question, comment se fait-il que dans ce milieu-là, il y a autant de délinquants? Mais alors peut-être qu'ils sont mal vous allez choisis, voir, ou alors je finir reviens. par être d'accord. Je reviens à ce que je... On va finir par être d'accord, puisque à ce que je dis, c'est qu'il effectivement, si faudrait on peut pas ouvrir... poursuivre. Oui, mais il faudrait, à mon avis, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ouvrir un petit peu plus le droit d'expression des autorités qui poursuivent, et sans doute qu'on aurait moins de violations. Alors, les violations ne me dérangent pas en tant que défenseur de la presse, en signalant que lorsque la presse commet des fautes, ce qu'on dit, lorsqu'il y a des dérives, elle va répondre à de ces fautes. Alors, elle ne va pas répondre par un problème de secret des sources, mais elle va répondre par des actions en responsabilité. Donc, la presse n'est pas, comme on le prétend généralement, un pouvoir au-dessus des lois. Il y a de tous les jours, je suis bien placé pour en témoigner, puisque je défends devant les cours et tribunaux la presse. Elle est très souvent poursuivie et parfois condamnée. Et ce qui, en soi, n'est pas critiquable, évidemment, lorsqu'elle a commis des fautes. C'est normal qu'elle soit condamnée. Bien, on doit un peu avancer. Alors, autre sujet sensible et parfois problématique entre la justice et la presse, le respect de la présomption d'innocence. Certains reprochent parfois à la presse de faire des enquêtes parallèles, de révéler des faits punissables avant que la justice ne s'en saisisse et dont parfois elle n'avait même pas connaissance. On parle aussi souvent de lynchage médiatique de la part de journalistes qui bafoueraient cette présomption d'innocence. Certains parlent même de délocalisation des procès dans les médias. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? La première chose, si vous me permettez, c'est de dire que ce n'est pas neuf. Je montre dans la thèse que à la fin de l'Ancien Régime en France, les procès avaient lieu dans le public. On publiait les conclusions des avocats et les tirages allaient jusqu'à 20 000 exemplaires pour des conclusions d'affaires de mœurs, d'affaires pénales. Donc le fait, on entend souvent, c'est la dérive actuelle, la presse, le débat judiciaire quitte les cours des tribunaux pour avoir lieu dans la presse. Ça n'a rien de neuf, ça a toujours été comme ça, et l'opinion publique s'est toujours intéressée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, j'essaye de le démontrer dans le livre aussi, la presse ne peut pas violer la présomption d'innocence, l'obligation de respecter, parce que la presse n'est pas débitrice de cette obligation. C'est une obligation procédurale. L'article 6 de la Convention, ce sont des obligations qui s'imposent au juge, parce qu'il doit juger. Alors, on dit, oui, mais la presse juge aussi. Évidemment, dans le langage courant, il n'est pas très difficile, et ce n'est pas faire injure à l'intelligence du lecteur, de comprendre que quand on dit que le juge juge quelqu'un, ce n'est pas le même jugement que quand c'est la presse. Et donc, la presse n'a pas respecté une règle qui est une règle de procédure qui, par contre, doit s'imposer absolument au juge. Par contre, quand on analyse la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on constate un premier constat, la presse doit tenir compte de la présomption d'innocence. Mais pas de la présomption d'innocence, la presse doit tenir compte des droits des personnes qu'elle met en cause quand ces personnes sont poursuivies, en vue
de s'assurer que cette personne bénéficiera d'un procès équitable. Donc la presse ne peut pas développer une activité qui empêcherait un individu qu'elle met en cause de bénéficier d'un procès équitable. Quand la presse dit Westphal est un assassin, elle ne viole pas la présomption d'innocence de Westphal, puisqu'elle ne va pas le condamner in fine. Mais si la presse dit ce juge-là, c'est un juge laxiste, et ça ne va pas que c'est lui qui soit chargé de ce dossier, parce qu'il va encore une fois acquitter, là on voit une presse qui veut influencer l'issue du procès. Là, elle commettrait une faute. Mais ce n'est pas une atteinte à la présomption d'innocence, c'est une atteinte à l'autorité et au pouvoir du juge. Une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus de problème. Votre point de vue là-dessus? Nous sommes tout à fait d'accord. Ah, ben voilà. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma position a clairement évolué là-dedans. Je pense vraiment qu'il est très rare que ces débats qui peuvent avoir lieu dans la presse, et qui souvent n'ont même pas lieu en même temps, parce que la presse s'intéresse très fort à des affaires au moment où elles ont lieu, et dans la semaine, il faut avoir terminé l'enquête et déterminer les coupables et les innocents, tandis que devant le tribunal ou devant la cour d'assises, ça arrive plusieurs mois ou plusieurs années après. Et donc, j'ai le sentiment qu'il y a relativement peu d'influence sur le déroulement d'un procès. Je répète, si vous allez suivre un procès de A à Z, que vous lisiez dans le journal qu'on a dit ceci ou cela, et que ça ne correspond pas à ce que vous avez entendu dans le cadre du prétoire, ça ne va pas influencer votre jugement ou votre opinion. Vous avez suivi tout le débat. Le journaliste, lui, il ne peut que faire un très court résumé de ce qu'il a entendu au cours d'une journée complète de débat. Donc je suis assez... Le problème de la présomption d'innocence au niveau de la presse me pose assez peu de problèmes, finalement. En réalité, si vous permettez, ça pose un problème, évidemment, parce que celui qui est sensible à l'opinion publique, la violation de la présomption d'innocence, entre guillemets. Non, je rejoins M. Meilleur, le jury ne sera pas influencé, mais l'opinion publique en général. Oui, l'opinion publique va se faire une mauvaise idée. Mais l'opinion publique, elle est bonne, elle est mauvaise, elle est honnête, elle est malhonnête, c'est l'opinion de tout un chacun. Lorsque vous êtes sensible à l'opinion publique, par exemple, au hasard, les hommes politiques. Pourquoi les hommes politiques sont sensibles à l'opinion publique? Parce qu'ils dépendent de l'opinion publique, puisqu'ils vont devoir être élus ou réélus. Évidemment, à partir du moment où, depuis 15 ans, en Belgique plus ou moins, les juges, la justice s'est intéressée aux politiques, et que les hommes politiques sont devenus eux-mêmes des justiciables faisant l'objet de poursuites, c'est à ce moment-là que les hommes politiques se sont dit il faut respecter la présomption d'innocence. Parce qu'ils parlaient d'eux et parce que ce n'était pas la présomption d'innocence devant le juge, c'était la présomption d'innocence devant le public. Et c'est pas par hasard que c'est à ce moment-là qu'une proposition de loi est déposée qui a été rejetée et qui sera, si elle est redéposée, sans doute encore rejetée, mais qui avait pour but de permettre aux juges d'interdire à la presse de parler d'une affaire. Mais on voit bien mais on voit à ce moment-là que le niveau où le débat se place est différent. C'est dans l'opinion publique. Dans l'opinion publique, quand on est accusé, c'est le contradictoire, on répond. Et tout le monde peut s'exprimer, et c'est par le choc des idées que l'opinion publique se fera son idée. Bien, mais on va avancer. En Belgique, il n'y a pas de censure préalable. C'est écrit depuis 1831 dans notre Constitution, article 25, si j'ai bien lu. Mais pour autant, évidemment, les journalistes ne peuvent pas dire et écrire n'importe quoi impunément. Si une personne s'estime injustement lésée ou diffamée, elle peut intenter une action en justice. Un délit de presse peut même, en théorie, être jugé aux assises. Mais dans la pratique, ce genre de procès est devenu quasi inexistant. Je crois d'ailleurs que l'un et l'autre, vous êtes partisans de sa suppression. Alors, comment réprimer les fautes, les délits de presse? Certains voudraient les correctionnaliser. Et vous, Maître Anglebert, vous estimez qu'il faut les dépénaliser. Alors, on va peut-être donner la parole de manière plus équilibrée à M. Meilleur. Quel est votre avis à ce propos? Correctionnaliser, statu quo ou dépénaliser? Votre débat n'en sera plus un, parce que après avoir lu le bouquin de M. Anglebert, je suis assez d'accord. Le système actuel de tout... Il vous a convaincu par son bouquin. Oui, mais je dis, il y a moyen d'évoluer. On peut évoluer dans ses réflexions. Mais non, simplement, le système actuel, de toute façon, ne donne pas satisfaction. Il ne correspond pas... Parler de l'assise, des assises. Oui, ça c'est évident. Ça ne correspond pas à les réalités actuelles. On a déjà des difficultés pour les dossiers d'assises, j'allais dire, traditionnels, les homicides, les assassinats.
de voir, oui, si la justice avait les moyens, si on voulait mettre les moyens pour pouvoir rassembler la cour d'assises de manière permanente et de pouvoir y amener de manière régulière des délits de presse éventuels, mais de nouveau, on ne vit pas dans un monde idéal, on vit dans un monde réel, et donc je pense qu'il faut aller vers ce monde réel. Dépénaliser, correctionnaliser ? Ben, en tout cas, déjà correctionnaliser, ce serait... Non, je pense que objectivement dépénaliser, c'est d'ailleurs la situation de fait à l'heure actuelle, et donc autant aller vers la situation de fait. Alors 2 mots là-dessus, Jacques Englebert ? D'abord, moi, je ne pourrais pas le dire, mais je rêve évidemment que les parquets relancent des procès d'assises pour la presse, parce que j'ai toujours rêvé de plaider devant une cour d'assises, et alors de plaider pour Vous seriez fougueux encore plus que pour ce la soir. liberté d'expression, évidemment, ce serait... Mais ça n'arrivera pas. Pourquoi est-ce que je pense qu'il faut dépénaliser et pas correctionnaliser, parce que je crois que si le parquet ne poursuit pas, ce n'est pas simplement parce que la cour d'assises c'est lourd, c'est parce que tout simplement les atteintes portées à l'honneur et à la réputation par l'expression ne sont plus des atteintes de nos jours, à l'époque d'Internet, de Facebook, etc., des atteintes à ce point graves qu'il s'impose qu'elles soient réprimées pénalement. Et d'ailleurs, ça fait plus de 30 ans, plus de 40 ans qu'il n'y a plus de poursuite pénale par la force des choses à l'égard de la presse. Je n'ai pas vu de manifestations en rue où des gens qui disent « c'est insupportable, il faut absolument qu'on poursuive la presse ». Ça ne soulève pas l'indignation. Arrêtez la cour d'assises pure et simple. Ne poursuivez plus en cour d'assises les criminels. Vous verrez tout de suite la réaction, évidemment, de l'opinion publique. Ça montre qu'en réalité, au XIXe siècle, quand je vous insultais, vous me proposiez le duel à sang ou à mort. Mais ça ne se fait plus, parce que, manifestement, l'atteinte à l'honneur et à la réputation n'est plus une atteinte qui nécessite une répression pénale. L'adultère était une infraction, ça a été supprimé. C'est l'évolution des mœurs, surtout quand, par ailleurs, on se répand pour avoir son quart d'heure de gloire dans tous les médias. On veut être partout, et après on vient dire « Ah, mais l'atteinte à mon honneur, à ma réputation ». Donc je crois que ça ne veut pas dire, comme Mme Tulkens l'avait très bien dit aux États généraux, ça ne veut pas dire que la presse peut tout faire. Je le disais déjà, il y a une responsabilité civile qui remplit déjà son rôle et qui doit continuer à remplir son rôle. Alors on dit oui, mais la justice civile, il n'y a pas la condamnation symbolique que donne la justice pénale. Quel symbole que de croire qu'il faut une répression pénale. Quelle erreur et quelle méconnaissance de la justice. Une condamnation civile commence d'abord par un constat. Le juge, avant de condamner un journaliste à 3 000 euros, à 5 000 euros, va d'abord dire « le journaliste a commis une faute ». Moi, qui fréquente beaucoup les journalistes, je peux vous dire, ils ne supportent pas ce constat. Le conseil de déontologie journalistique, qui n'a aucun pouvoir de sanction, qui peut juste dire « le journaliste a commis une faute déontologique ou pas », on voit bien que les journalistes n'ont pas du tout envie d'avoir ce constat. Donc le seul constat de la faute est déjà une décision qui a une portée symbolique. Je pense qu'elle est suffisante et qu'il faut débarrasser la juridiction pénale de ces questions, de l'expression. Dans une démocratie mûre et aboutie, l'expression ne se sanctionne pas par des procédures pénales. Ok, alors, pour rappel, en 1831, quand on a écrit la Constitution, la seule presse qui existait, c'était les journaux écrits, le papier. Mais puis, il y a eu la radio, la TV et de plus en plus aujourd'hui, le web et Internet. Pour vous, Maître Englebert, les nouvelles technologies de la communication ont rendu obsolète la distinction entre presse écrite et médias audiovisuels. Et vous pensez que les libertés garanties à la presse ne peuvent pas être un privilège réservé aux seuls journalistes professionnels. Cela doit bénéficier à tout citoyen qui participe activement au débat public par voie des médias. En clair, on sait très bien que sur Internet maintenant, il y a des tas de gens très sérieux qui ont des choses à dire, mais passez-moi l'expression, il y a parfois des drôles de pistolets qui disent n'importe quoi, qui peuvent calomnier parfois même anonymement. Alors par exemple, est-ce que le secret des sources vaut aussi pour un kidam qui crache toute sa bave sur Internet, comme sur les journalistes? Et donc, quelle différence y a-t-il finalement entre le citoyen lambda qui s'exprime et les journalistes? Peut-être pour commencer. C'est une question vraiment très intéressante, parce que c'est une évolution jurisprudentielle très très claire. Il y a des arrêts récents de la Cour de cassation
selon lesquels il est évident que l'expression d'une opinion par Internet, bien, c'est constitutif d'un délit. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle, dans la loi sur le secret des sources, a également supprimé la notion de journaliste qui était reprise auparavant pour mettre toute personne qui s'exprime, qui exprime n'importe qui. Donc n'importe qui, effectivement, selon la jurisprudence actuelle, peut être considéré, entre guillemets, comme un journaliste et donc bénéficier du secret des sources et de toutes les protections qui vont autour de la liberté d'expression. Et c'est là que je dis que ça pose une question de société très intéressante, parce que déjà, au niveau journalistique, on peut se poser des questions sur l'efficacité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Maître Anglebert quand il dit que les journalistes sont très attentifs au fait d'avoir une faute qui est reconnue par le Conseil de déontologie journalistique. Pour côtoyer quotidiennement des journalistes qui ont déjà été mis sur la sellette par le Conseil de déontologie journalistique, je peux vous dire que nombre d'entre eux ne sont pas traumatisés. J'allais dire, c'est presque une petite manchette sur leur veston pour dire qu'ils ont une nouvelle fois été comparus devant le Conseil de déontologie. Donc je pense qu'ils devraient être beaucoup plus forts, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Un organe multidisciplinaire comme le Conseil de déontologie journalistique pourrait évoluer vers quelque chose de beaucoup plus fort. Mais à partir du moment où on part vers un système où des gens qui ne sont pas journalistes, qui ne bénéficient pas non plus de la protection de la loi sur le titre du journaliste professionnel, etc. Donc des gens qui sont n'importe qui peut du jour au lendemain bénéficier de la protection sur le secret des sources, n'est pas soumis à la déontologie journalistique. Comment va-t-on alors mettre des garde-fous? Alors ça, c'est évidemment, je suis magistrat de parquet, moi je veux mettre des garde-fous partout. Je veux absolument que la société se porte bien. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se poser la question. C'est une évolution intéressante et je pense qu'elle colle parfaitement à la réalité. D'un point de vue des principes, effectivement, c'est, j'allais dire, l'expression parfaite de la liberté d'expression. Il n'y a pas mieux comme expression la liberté d'expression, c'est-à-dire que maintenant, désormais, tout le monde peut bénéficier de cette liberté absolue. Mais justement, est-ce que ce n'est pas alors le moment de se poser la question de savoir si cette liberté doit rester absolue? Certainement pour un kidam qui, demain, peut, sur Internet, bénéficier de toute cette protection et dire n'importe quoi sur n'importe qui. Maître Anglebert. Trois observations. La première, la liberté absolue de s'exprimer, en Belgique, elle date de 1831. Article 19 de la Constitution, quiconque a le droit d'exprimer ses opinions en toute matière. Et on dit, et il ne répondra que des fautes qu'il a commises lors de l'exercice. Évidemment, en 1831, ce quiconque est très généreux, mais en pratique, seuls ceux qui ont le pouvoir économique d'avoir un média pourront s'exprimer. Tout le monde ne pouvait pas arriver dans un journal et écrire et être lu. Et donc, le quiconque était généreux, mais était restreint. Étant entendu que quand l'article 25 dit la presse est libre, elle ne fait que confirmer cette idée. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, deuxième idée, c'est la liberté d'expression, pas la liberté de la presse. La liberté de la presse, ce n'est qu'un cas. Vous aurez remarqué que je parle de la liberté de l'information à dessein et pas de la liberté de la presse. Le grand intérêt aujourd'hui, c'est que grâce aux nouvelles technologies de communication, le vœu révolutionnaire, véritablement révolutionnaire, parce que c'est après la révolution belge de nos constituants, s'accomplit. Puisque aujourd'hui, effectivement, quiconque, il suffit d'une connexion d'un ordinateur, voire d'un GSM, quiconque peut s'exprimer. Ça ne veut pas dire que quiconque sera lu. Il y a le fantasme du bloc, et il y a beaucoup de blocs, mais très peu qui sont lus. Mais soit quiconque peut le faire. Alors c'est évidemment, je trouve, très très significatif qu'au moment où le droit peut enfin s'exercer pleinement, et comme l'a souhaité le constituant, qu'on dise « Ah, maintenant il faudrait réfléchir parce que justement, dans ces quiconques, il n'y a pas que des journalistes, il y a n'importe qui. » Eh bien oui, ça c'est la démocratie, n'importe qui peut s'exprimer. Eh bien, n'importe qui commet une faute, qui abuse, sera poursuivi. Il y a déjà des décisions de justice qui appliquent mutadis mutandis, la jurisprudence de la presse, ou ce qu'on va appeler les néo-journalistes, ou les journalistes citoyens, ou les personnes qui ne sont pas du tout journalistes et qui commettent des fautes en communiquant une information. Dernière idée à ce sujet, et c'est celle qui me plaît sans doute le plus. Quand on parle de ça,
pour le coup, on se met les journalistes à dos. Parce que les journalistes sont très sourcilleux de leur, excusez-moi, privilège. Et d'ailleurs, Corporatiste. quand la Cour d'arbitrage actuelle, Cour constitutionnelle, a étendu le champ d'application de façon tout à fait remarquable du secret des sources à n'importe qui, les journalistes n'étaient pas très heureux. La JP a fait une intervention au Parlement pour qu'on ne l'étende pas. Et je voudrais citer un tout petit extrait parce qu'il est très significatif d'un journaliste très connu français, Olivier Duhamel. Et Olivier Duhamel, dans une émission sur Europe 1, évoque le cas de ce jeune Méric, qui est un militant d'extrême gauche qui est mort dans une rixe avec des militants d'extrême droite. Et le journaliste dit ceci: « Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'envahissement du commentaire. Chacun se sent investi, enfin beaucoup de gens se sentent le droit de nous donner le fin mot de la raison de cette tragédie. Je trouve cela très choquant et très irrespectueux du travail normal des journalistes. » Et donc voilà, quand le journaliste tout d'un coup n'a plus le monopole de l'information, il trouve que c'est choquant que d'autres s'expriment. Évidemment que non, ce n'est pas choquant, c'est l'accomplissement, l'aboutissement de la démocratie voulue par nos constituants, avec une vision, un point de vue visionnaire, il faut bien l'admettre. Alors quel est le sens de la carte de presse dans tout ça? La carte de presse, c'est tout à fait autre chose. Mais ça, on peut être journaliste sans avoir de carte de presse. Exactement. La carte de presse donne certains droits, notamment de sécurité sociale, des droits de reconnaissance, mais journaliste, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. C'est la fonction d'informer. N'importe qui peut être journaliste. Alors, c'est dérangeant parce que parmi les n'importe qui, il y a sans doute des gens qui ne sont pas compétents, qui ne respectent pas les règles. Eh bien, comme dans toute profession, ces gens-là seront poursuivis, condamnés. Non, simplement, vous me contredirez peut-être, mais je pense qu'avec la modification qui a été apportée par la Cour constitutionnelle à la loi sur le secret des sources, a disparu une notion qui, moi, me paraissait fondamentale, mais c'est vrai qu'elle n'est pas obligatoire dans le cadre de la liberté d'expression générale, c'est-à-dire que le législateur avait dit, pour qu'on puisse bénéficier de la protection, il faut qu'il y ait un travail journalistique. Et un travail journalistique, c'est quoi? C'est prendre une information, l'analyser, la travailler et la représenter. Pour moi, peu importe qu'on soit journaliste ou pas journaliste, n'importe qui peut faire ça. Mais je trouve que c'est quand même une bonne question à se poser, de savoir s'il n'y a pas cette notion-là qu'il faut aussi amener. Un label peut-être. Je ne sais pas, je vous dis, ça, pour moi ça pose vraiment une question de société. Je comprends qu'on aille vers dans cette direction-là, mais ça pose quand même une question de société sur jusqu'où peut-on laisser aller la liberté. Il n'y a aucune liberté n'est absolue pour moi. Je reviens sur la liberté d'expression. Mais alors, comment la baliser? Est-ce que vous avez des clés pour ça? L'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, on précise liberté d'expression et on fixe toutes les limites possibles à la liberté d'expression. Elle n'est donc pas absolue. La question est de savoir si, dans un débat démocratique, on peut encore se poser la question de mettre... Parce que ça, j'ai un peu l'impression que c'est presque un crime de lèse-majesté à l'heure actuelle, c'est de dire, est-ce qu'on peut encore se poser la question de mettre certaines balises, certaines limites à une liberté qu'on veut absolue. Or, la Convention européenne des droits de l'homme, elle ne la veut pas absolue. Elle prévoit, et de nombreuses expressions. Quand vous reprenez le texte, il y a vraiment de très nombreuses expressions, de très nombreuses exceptions qui sont rendues possibles par la Convention. Elle n'est pas du tout, il faut tordre le cou à ce canard, elle n'est pas du tout absolue. Si elle était absolue, je vous assure que j'aurais beau jeu d'arriver devant les cours des tribunaux et dire au juge, stop, j'ai une liberté absolue. Le journaliste engage sa responsabilité, il peut commettre une faute, la Cour européenne a fixé une série de critères, et s'il ne respecte pas ces critères, que la sanction est nécessaire dans une société démocratique et que la peine est proportionnée, eh bien, le journaliste encourra une sanction. Alors, c'est vrai que certains journalistes sont surpris. Ils sont surpris d'être poursuivis et d'être éventuellement... Quand ils sont poursuivis, ils se rendent compte parfois qu'ils ont fait un travail bâclé, qu'ils ont... Alors, pour mille et une raisons, parfois de la pression économique, mais... Ils répondent de leurs responsabilités. Ce que la loi belge, et c'est en ça qu'elle dérange, ce que la loi belge, la Constitution n'autorise pas, ce sont les mesures préventives. Et alors là, on peut discuter à l'envi si il faut ou il ne faut pas. En France, il y a la possibilité de mesures préventives. La Cour européenne ne dit pas qu'on peut ou qu'on ne peut pas. Elle dit que si on veut des mesures préventives, il faut une loi claire, précise, et qui indique ce qu'en Belgique, nous n'avons pas. Moi, je soutiens qu'on n'a pas besoin de préventif.
et que le préventif, c'est un danger, c'est à nouveau la pente glissante, parce que, évidemment, les tenants d'une intervention préventive du juge parlent toujours des cas les plus choquants. Mais quand la règle sera introduite, elle sera appliquée à tous les cas. On parle toujours de la presse de caniveau. La presse de caniveau, c'est scandaleux. Lisez les intitulés des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. La presse qui a dû aller à Strasbourg, donc qui a été condamnée dans son pays, le Canard enchaîné, c'est pas la presse de caniveau, Le Monde, la RTBF, France Inter, etc. Et donc, par des règles qui, normalement, devraient empêcher la presse de caniveau de commettre ces méfaits, c'est la presse de qualité qui est poursuivie. Bon, peut-être encore dire un mot sur le fait qu'en Belgique, la Constitution prévoit qu'il n'y a pas de censure préalable. Mais il y a eu un cas extrêmement récent, que vous avez plaidé à la Cour européenne des droits de l'homme. Peut-être en 2 mots, il s'agissait de la RTBF, à qui on avait voulu en référer interdire la diffusion d'une émission. Et finalement, Strasbourg, comme on dit, a tranché. En Belgique, il n'y a, je simplifie, bien sûr, je ne suis pas juriste, pas de censure préalable. Peut-être un mot là-dessus. L'idée est que l'article 25 de la Constitution dit la presse est libre, la censure ne pourra jamais être établie. La Cour de cassation a dit, quand on parle de la presse, on ne parle que de la presse écrite, puisque en 1831, la TV n'existe pas. On peut débattre très très longuement sur cette question. En tout cas, pour la presse écrite, pas de censure préalable, donc pas d'interdiction préalable, ça c'est écrit dans le marbre. Pour l'audiovisuel, c'était contesté. La RTBF, pendant des années et des années, s'est battue avec certains succès, avec beaucoup de défaites, et a décidé un jour de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, qui a rendu le 29 mars 2011 un arrêt qui a dit « Le droit belge ne comporte pas de loi, au sens de la convention claire, précise, etc., qui permettent une intervention préventive. Comme il n'y a pas de loi, outre que cette loi serait à mon avis contraire à la Constitution, mais le juge ne peut pas intervenir préventivement. Et donc, il ne peut plus y avoir d'intervention préventive. Attention, après cet arrêt, vous avez eu une décision rendue en janvier 2013 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles qui a interdit, avant toute diffusion, le Soir Magazine, presse écrite. J'ai soutenu dans un article récemment publié que le juge a violé sciemment la Constitution. Mais il ne faut pas rêver, ça arrive. Hein. On peut avoir les plus belles règles du monde. Il faut encore voir ce qu'on en fait en pratique. Bien, alors, peut-être aussi aborder un autre problème. Sauf exception du huis clos, les procès sont publics. On considère d'ailleurs que la publicité des audiences est une garantie démocratique. Cela empêche, bien sûr, qu'on juge les gens en catimini. En pratique, peu de gens assistent évidemment au procès. Et c'est la presse qui informe le public quant au déroulement de ces procès. Mais pour autant, la presse et surtout la TV ont-elles le droit de filmer, d'enregistrer, de montrer le visage des inculpés? Je ne parle évidemment pas des mineurs, dont on ne peut jamais montrer le visage, et c'est très bien ainsi. C'est le fameux problème du droit à l'image. Alors, Monsieur Meyer, quand autorisez-vous que l'on filme? Je vous donne une anecdote en ce qui me concerne. J'ai un jour couvert le procès Richard Carlier et j'ai installé mes caméras dans la salle d'audience. On a commencé à filmer, on s'attendait à ce qu'on nous mette dehors et on a filmé tout le procès sans qu'on nous mette dehors. Tant qu'on ne nous jette pas dehors, bien sûr, on est resté. À d'autres moments, on se fait jeter. Quels sont les critères, au nom de quoi pouvez-vous éclairer notre lanterne là-dessus? Alors je vous rassure, c'est pas moi qui vais vous autoriser à filmer dans un tribunal ou pas, puisque c'est le président de la chambre en question qui a la police de l'audience qui décide. Une fois oui et une fois non, voilà. C'est le président a la police de la chambre, donc c'est lui qui décide de la manière dont les choses se déroulent au sein de son quels tribunal. Critères alors? Mais je ne sais pas. Moi, je ne suis jamais appelé à décider si oui ou non. Si vous me demandez mon avis, pour moi, le fait de filmer un procès, c'est la prolongation de la publicité des débats. C'est tout simple. Et je suis un fervent partisan de ce qui se fait à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, voir les visages et tout. Mais après, il y a le droit à l'image de chacun. Ou si vous filmez si le président vous autorise à filmer dans la salle du tribunal, mais que telle personne qui est présente, même pas spécialement le prévenu, mais qui dit mais moi je veux pas qu'on me voie, je veux pas qu'on sache que il a le droit de vous le dire et de ne pas être reconnu. Donc là chacun a mais on se souviendra que Dutroux, par exemple, ne voulait pas être filmé et qu'on a accepté de ne pas filmer Dutroux. Voilà. Non. Mais moi, je suis un fervent partisan de ce qui se fait. Mais il était... Non, pendant 2 jours, et puis après, on a... Arlon, pendant tout un temps. Non. Donc ça a duré 2 jours. Ça tombait quand même. Oui. Pardon.
Mais donc moi je suis un fervent partisan de ce qui se fait à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que c'est la Cour elle-même qui filme les débats et ils sont disponibles pour tout qui veut assister au débat. C'est aussi simple que ça. Et ça évite, à mon sens, certaines, on va pas dire des dérives, parce que c'est un mauvais terme, mais bon, il y a des prises de vue, il y a des zooms qui sont faits, il y a peut-être des choses qui... Mais au moins, la Cour a la certitude que les débats sont filmés comme si vous étiez présent, enfin, je dis la Cour ou le tribunal, a la certitude que les débats sont filmés comme si vous étiez présent dans la salle d'audience. C'est une extension de la publicité des débats et ça ne me paraît pas du tout problématique. Les portes sont ouvertes. Sur ce sujet, Maître Anglebert. Je partage évidemment l'avis de M. Meyer. Malheureusement, ce n'est pas si... le constat n'est pas aussi bon parce qu'on constate actuellement une tendance à restreindre la publicité. D'abord, la loi a fixé toute une série de litiges civils en chambre du Conseil, donc à huis clos, et donc il y a tout un pan du droit qui échappe à la publicité. Et puis on constate que, dans certains cas, on reproche à la presse d'avoir fait état de ce qui s'est dit à l'audience. Alors on dit, mais oui, mais c'était public. Ah, la justice dit à ce moment-là, en ce compris malheureusement la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour dit, oui, mais la publicité à l'audience, on sait bien qu'il n'y a que quelques personnes qui vont l'entendre, tandis que la publicité dans les médias, c'est beaucoup plus grand. Et donc, on veut bien que les procès soient publics, à une seule condition, c'est qu'ils ne le soient pas trop. Ce qui, évidemment, ne va pas pour une raison très simple, c'est que la publicité des audiences, c'est une garantie fondamentale de la démocratie. Et c'est un des rôles de la presse. Vous disiez, la presse, ça doit être le journaliste qui fait un travail sur l'information, qui la commente. Le premier rôle de la presse, c'est d'être les yeux et les oreilles de ceux qui ne peuvent pas être là où elle est. Les audiences sont publiques, il se fait que je travaille, je ne peux pas aller à toutes les audiences partout. Mais heureusement, des journalistes sont là pour me dire ce qui s'y passe. Et puis, les journalistes disent ce qui s'est passé, et on leur dit « Ah non, ça, vous ne pouvez pas ». Il y a un exemple que je trouve très frappant dans le livre, c'est en Allemagne, c'est un présentateur de TV, il est poursuivi pour avoir violé une de ses collaboratrices. Et pendant les débats, on lit des déclarations sur des relations consenties. Avant de la violer, ils ont d'abord fait l'amour de façon consentie. Et apparemment dans des positions un peu particulières, et ça fait... on lit ça. Et on lit ça à l'audience. Et puis le journal reprend ces informations et le journal est condamné parce qu'on dit ces informations sont sans intérêt puisque ça c'était la partie consentie. Et donc vous ne pouvez pas invoquer le droit de l'information pour parler de ça, que vous parlez du procès. Ok, mais qu'on m'explique alors pourquoi est-ce que la justice a parlé de ça. Et souvent, quand on reproche à la presse de porter atteinte aux droits des personnes qu'elle met en cause, c'est souvent parce que d'abord la justice a porté atteinte. C'est très triste de montrer Dominique Strauss-Kahn menotté sortant du tribunal, mais ce n'est pas la presse qui l'a menotté, hein. C'est un juge qui l'a menotté. Est-ce que ce fait existe ou pas? Oui, s'il existe, c'est normal que la presse le montre et qu'on puisse le voir. Quand je disais que c'est un fervent défenseur de la liberté de la presse, je ne me trompais pas. On va devoir conclure. Est-ce que vous risquez chacun un petit mot de conclusion? Je ne sais pas, c'est peut-être... Est-ce que vous risquez un petit mot de conclusion? Ou bien on en reste là? Moi, il n'y a pas de conclusion à ce débat. Je trouve on que la seule chose, c'est la conclusion de ma thèse, c'est que c'est... Le débat contradictoire, c'est la démocratie. La démocratie, c'est un conflit permanent. Personne, heureusement, il n'y a pas d'unanimité en démocratie. Ce conflit s'exprime, alors pacifiquement, dans le temps c'était des guerres, c'était avant les démocraties, maintenant c'est un débat. Eh bien, je trouve qu'il faut laisser au débat le plus de marge possible, et c'est ce que j'ai essayé de Un dernier mot, bien, vous êtes thèse. content du mot de... Oui, je suis tout à fait d'accord et je voudrais conclure aussi sur cette similitude entre le monde de la presse et le monde judiciaire qui ont tous les deux parfois difficile à se remettre en cause, qui ont tous les deux parfois difficile à s'autoréguler. Et je le dis volontiers, pour ce qui concerne la magistrature, il y a des nouvelles lois qui rentrent en vigueur pour tout ce qui est de la discipline des magistrats et je pense que c'est une bonne chose. Et je crois que du côté de la presse, cette faculté d'autocritique, elle est peut-être aussi difficile que pour des magistrats à obtenir, peut-être parce que c'est un pouvoir, peut-être parce qu'on a cette notion absolue d'indépendance quand on est journaliste, tout comme quand on est magistrat. Sincèrement, quand il y a une affaire et qu'un magistrat mène l'enquête et qui découvre que dans la presse,
finalement l'enquête a été plus approfondie, a découvert des tas de choses qu'il n'a pas trouvées lui-même. Est-ce que ça ne chipote pas un peu? Est-ce que ça ne pose pas un peu problème par rapport à son boulot? Voilà. Objectivement, je n'ai encore jamais rencontré le cas. Ça arrive, hein? Ce qui arrive très souvent, c'est que des informations très importantes que nous avons se retrouvent dans la presse. Oui. Mais je n'ai encore jamais rencontré le cas à Bruxelles où je découvre dans la presse des informations qu'on n'aurait pas pu avoir, qu'on n'a pas dans... Vous l'avez dit vous-même, hein, c'est qui les sources des journalistes? Ce sont d'abord les enquêteurs, les magistrats. Oui, mais il y a des greffiers. enquêtes parallèles qui existent et qui révèlent parfois des choses qui n'étaient pas... Mais les enquêtes parallèles ne me posent pas de difficulté, sauf si elles mettent en cause, elles mettent en danger la bonne fin de l'enquête officielle. Parce que on est dans un débat très agréable, mais on a un rôle à jouer comme magistrat de parquet, comme juge. On a une mission sociale. C'est pas pour rien qu'on mène l'enquête. On a une véritable mission à remplir. Et donc, à partir du moment où on met cette mission-là en danger, là, ça me pose plus de problèmes. Et je reviens alors à ce que je disais au début, à partir du moment où on se connaît, où on se parle, et où on peut avoir un minimum de confiance l'un dans l'autre, ce genre de cas est assez rare. Parce que on se prévient, on se met d'accord, on explique pourquoi à tel moment diffuser telle information est terriblement problématique pour l'enquête. Et dans la plupart des cas, ça fonctionne. Bien, mais messieurs, je vous remercie tous les deux. C'était, je pense, très intéressant. Je rappelle donc le bouquin de Maître Anglebert, La procédure garante de la liberté d'information. C'est passionnant à lire. Ce qu'on a entendu ce soir, c'était une petite partie de tout ce qui est développé là-dedans, de manière extrêmement savante, mais aussi de manière extrêmement convaincante, je dirais par écrit, avec, et ça se dit, la fugosité, non? Enfin, de manière aussi fougueuse que dans l'expression orale que vous avez. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.